Voilà, donc je vais concrètement vous exposer la situation alimentaire en Belgique lors de la Libération. Concrètement, il s'agit surtout d'insister que cette crise alimentaire n'est pas la première que connaît la Belgique en temps de guerre. Effectivement, je parle bien de seconde libération, et le terme n'est pas anodin, parce que la Belgique a connu en quelque sorte deux occupations et dès lors deux libérations. Belgian Food Crisis est le titre de cette communication et l'expression consacrée à l'automne 1944 par les autorités militaires alliées, l'ambassade de Grande-Bretagne, ainsi que les médias d'outre-Manche, pour désigner la situation alimentaire de la Belgique au cours de la seconde libération. Effectivement, la Belgique est la seule à subir en Europe occidentale, avec le Grand-Duché de Luxembourg, deux occupations et dès lors deux libérations, ainsi que deux immédiats après-guerre, marqués par les séquelles de ces deux occupations. Effectivement, entre 1914 et 1948, la Belgique va expérimenter 9 années de sous-alimentation sévère, sous les deux occupations allemandes et libérations, ainsi que 7 qu'on pourrait appeler d'années maigres d'après-guerre. Au cours des deux occupations, l'organisation entre guillemets dirigée du ravitaillement, tout comme celle de l'économie nationale au cours de la seconde occupation, s'inscrit dans un contexte de pénurie mondiale relative. Relative parce qu'elle affecte une partie du monde et de certains pays, et puis affecte moins. Dans le cas des deux guerres mondiales, par exemple, les États-Unis vont connaître un âge d'or. C'est une période d'abondance. Les années 40, donc, alors que le reste du monde, que ce soit l'Europe ou l'Asie, connaissent des moments de famine assez dramatiques, assez intenses, avec des millions de morts, le consommateur moyen américain découvre les joies de l'American Way of Life. Donc, cet American Way of Life ne s'est pas produit dans les années 50, mais dès la Seconde Guerre mondiale. Et pour l'agriculture américaine exportatrice, la Première Guerre mondiale était aussi une période d'abondance. Donc ce n'est pas uniquement l'industrie américaine qui va tirer profit des contextes de guerre et de destruction de masse. Donc effectivement, ce contexte de pénurie mondiale relative va affecter durement la Belgique comme d'autres pays. Et elle s'exprime surtout par la contraction des vitaux approvisionnements extérieurs. Les deux sorties de guerre correspondent en termes alimentaires, mais aussi industriels, à la lente reprise du commerce mondial et donc des importations des matières premières. En fait, les sorties par sortie de guerre, j'entends en fait la période plus ou moins, bon, ça dépend des critères qu'on utilise, mais en termes alimentaires, cette période s'étend de la libération à la fin des réglementations et donc de la période de pénurie qui affecte la Belgique comme l'Europe, voire le reste du monde. Et donc, ces sorties de guerre sont soumises, on le sait moins, de la libération à la fin de la guerre en Europe et au Japon, à une régulation interalliée qui décide souverainement de la répartition des matières premières et industrielles, dont forcément des matières alimentaires. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle laisse la place à des instances supranationales liées aux Nations Unies, toujours sous l'égide des États-Unis qui vont contrôler et réguler, effectivement. Et donc, on a un exemple concret historique où le monde, en tout cas la communauté internationale, confrontée à des moments de pénurie, dans ce cas-ci il s'agit de la nourriture, a pu réguler et organiser une répartition équitable des ressources disponibles alimentaires, voire même industrielles, au niveau mondial. Ça a existé, cela fonctionnait. Ça peut intéresser éventuellement les décideurs ou les gouvernements internationaux par rapport à des situations que l'on connaît de pénurie, qu'elles soient alimentaires ou en termes de combustibles fossiles. Soit. Donc, je propose en fait d'envisager la seconde libération de la Belgique sur le temps long. Effectivement, la politique alimentaire mise en œuvre au cours de la seconde libération par les autorités belges restaurées sous la tutelle alliée, ainsi que les réponses apportées par l'offre essentiellement agricole et la demande essentiellement ouvrière,
me semble-t-il, ne peuvent être étudiées et comprises qu'en convoquant justement ces crises alimentaires précédentes qu'a connues notre pays depuis la première occupation. D'ailleurs, tant la puissance publique, les élites dirigeantes, qu'elles soient politiques, économiques, syndicales ou morales, le monde agricole ou encore le monde ouvrier organisé, sauront tirer les enseignements des crises alimentaires précédentes. Alors en fait, je crois qu'il est pertinent de replacer la Belgique dans le contexte de marché mondialisé et ses caractéristiques particulières. En fait, on peut considérer que le cas belge est singulier. On parle d'une Belgique industrieuse et populeuse qui multiplie en fait les atouts qui lui permettent de s'épanouir au sein d'une économie mondialisée en temps de paix. Malheureusement, ces mêmes caractéristiques deviennent de sérieux handicaps en temps de guerre, de pénurie et de contraction de ses vitales importations. Pour rappel, tout au long de la première moitié du XXe siècle, la Belgique reste le pays le plus densément peuplé au monde. Près de 60% de sa population est concentrée dans des villes. La Belgique est une économie industrielle essentiellement transformatrice et exportatrice. Le pays est dépourvu de toute ressource extractive à l'exception d'un charbon peu rentable et de quelques carrières. Depuis son essor industriel qui en fait une puissance industrielle mondiale à la fin du XIXe siècle, la Belgique exporte essentiellement de la valeur ajoutée, c'est-à-dire du travail. Les élites financières et industrielles misent à la fois sur le savoir-faire de ces travailleurs, mais également sur leurs bas salaires, qu'elles vont compenser dès la fin du XIXe siècle par un pain blanc bon marché qui sera garanti au monde ouvrier organisé. Cette abondance des approvisionnements extérieurs qui garantissent justement un pain blanc bon marché à l'ouvrier s'inscrit dans la mise en place, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, d'une économie mondiale alimentaire. Ce Global Food Market met fin en Europe occidentale aux crises frumentaires qui ont désolé l'Ancien Régime et la première moitié du XIXe siècle en Europe. La Belgique jouit de l'un des rendements les plus élevés au monde alors qu'elle dispose de la superficie arable la plus restreinte d'Europe. L'essentiel de sa production agricole est assuré par une myriade d'exploitations agricoles. Cette production est à haute valeur ajoutée grâce à ses importations massives d'aliments pour le bétail bon marché. Derrière de bienveillantes barrières douanières, ces importations permettent au monde agricole de fournir au marché intérieur la viande, le lait et le beurre consommé. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, un quart des importations de froment assurées par l'Europe est engouffré par la seule Belgique. En quelque sorte, la fourmilière belge vend au reste du monde ses produits industriels semi-finis pour importer ses matières premières industrielles et agricoles, ainsi que le céréal destiné au pain blanc de ses ouvriers. En fait, il s'agit, disons, entre guillemets, d'un cercle vertueux. Donc on peut s'interroger en disant la petite Belgique industrieuse, populeuse, ne semblait guère armée pour supporter 2 occupations et 2 longues sorties de guerre marquées justement par la chute brutale, voire la quasi-disparition de ses vitaux approvisionnements extérieurs. Pourtant, la Belgique va survivre à 2 reprises au joug allemand. Et elle parviendra même à relancer, au cours des 2 après-guerres, sa production industrielle et ses exportations, même avant certains des pays limitrophes. Alors, est-ce qu'on peut considérer, au cours de la première occupation, cette survie de la Belgique comme un premier miracle? Effectivement, sous l'occupation, les prédations massives de l'occupant vont assurer, on le sait, moi je pense, un appoint non négligeable à l'effort de guerre de l'Allemagne. L'Allemagne, en retour, très cyniquement, autorisera les importations transatlantiques massives organisées depuis Londres par la Commission for Relief in Belgium, dirigée par l'Américain Herbert Hoover. Ces vivres importés dits exotiques sont distribués de façon monopolistique par les notables du Comité national de secours et d'alimentation. De fait, l'Allemagne externalise habilement le ravitaillement du général du pays occupé afin de s'emparer de l'essentiel de la production alimentaire locale grâce à une offre belge illégale
et ou immorale qui émane du monde agricole ou qui est organisée par des intermédiaires belges ou allemands. À vrai dire, on le sait moins non plus, l'essentiel du financement de la grande œuvre de guerre sera assuré non pas par les dons privés, comme le président de la propagande de la Commission for Relief in Belgium, engagé dans le monde libre et essentiellement aux États-Unis, mais par le gouvernement belge en exil au Havre. Celui-ci va s'endetter lourdement auprès de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Ironie de l'histoire, c'est que la France et la Grande-Bretagne vont rapidement effacer les dettes de guerre, pas les États-Unis. La Belgique devra rembourser jusque dans les années 30. Le gouvernement du Havre et le roi Albert n'hésiteront pas à mettre dans la balance l'engagement de la Belgique au sein de l'entente afin de faire plier à plusieurs reprises le grand allié britannique qui est extrêmement rétif justement à ces brèches au blocus maritime. La seconde occupation, donc on peut se reposer une nouvelle fois, cette survie alimentaire est-elle due à un miracle? Dès le début de la seconde occupation, face au blocus intraitable britannique, la politique nationale de travail de production en pays occupé va permettre à la Belgique d'organiser de maigres importations. Cette politique dite du moindre mal, prônée par les élites financières et industrielles, est un échec, pas tant, mais peut-être relatif. Cette politique n'a pas garanti les contreparties alimentaires attendues à la participation active de l'appareil industriel belge à l'effort de guerre du Troisième Reich. Toutefois, elle a pu assurer la soudure, souvent in extremis, grâce aux importations de céréales panifiables consenties par l'occupant. À vrai dire, la survie alimentaire de la Belgique au cours des deux occupations n'est pas miraculeuse, exception faite des pêches de harengs au cours de la seconde occupation, qui ont été importantes au cours de 3 campagnes, et inespérées ou miraculeuses, et ce, à quelques milles des côtes minées de la Belgique, et avec une maigre flotte de pêche de navires à voile. Pourtant, elle va apporter un appoint en protéines animales non négligeable, et à telle enseigne que pourtant la Belgique avait faim. On en était presque écœuré de consommer du hareng à toutes les sauces. Donc cette survie résulte tout d'abord de la pugnacité des élites en pays occupé comme en exil, donc au Havre au cours de la Première Guerre mondiale, puis à Londres au cours de la Seconde, mais surtout de la relative compréhension de la part de la puissance occupante et des puissances alliées, eu égard à la contribution de la Belgique à leurs efforts de guerre respectifs. Malgré un appareil d'État discrédité aux yeux des populations civiles au cours des deux occupations, les autorités morales ou légales belges parviendront non sans difficulté à défendre le principe d'une répartition équitable de la pénurie, malgré une offre illégale belge massive et florissante, dont le principal client est justement la puissance occupante, qui dispose d'un pouvoir d'achat extrêmement conséquent et des moyens de pression. Donc, je considère que le marché noir tel qu'il a été évoqué comme une dynamique de stratégie de survie est une imposture, parce que dans les faits, l'essentiel des aliments détournés par l'offre agricole ou commerciale va bénéficier essentiellement l'occupant. Voilà. Dans les faits, la plupart des denrées alimentaires déficitaires, donc rationnées, n'ont pas fait l'objet de la part de l'occupant de réquisition ou d'accaparement. L'essentiel de son achat se portait sur les aliments, disons, considérés comme libres, donc excédentaires, mais dans les faits, il y avait une stratégie pour les considérer comme excédentaires, pour leur permettre ces achats massifs par des officines allemandes, ou par le biais d'un marché noir. Donc ce marché noir va détourner donc une grande partie de la production indigène, et la population, et singulièrement les femmes, mais également la résistance, ainsi que certains industriels vont opposer à ce marché noir immoral ou non patriotique une économie que l'on peut qualifier de morale, à l'image du concept de Thompson pour ce qui est de l'Ancien Régime, voire de patriotique. C'est-à-dire que par la violence, on va imposer la notion de prix juste ou de répartition équitable. Et l'assurant, la résistance le fera parfois par la menace ou la violence. Les femmes, ce sera plus par des dénonciations publiques, par des manifestations. Donc il y a une défense vraiment d'une gestion éthique et honnête de la consommation du côté de l'offre ou de la demande.
Le temps de la pénurie mondiale, la politique alimentaire va diriger l'approvisionnement général du pays par la stabilisation des prix et salaires, les importations, la politique du secteur alimentaire, la distribution de l'alimentation, le rationnement et enfin la répression du marché noir. Depuis la crise alimentaire que traverse la Belgique entre 1918 et 1921, les compétences exercées en temps de pénurie reposeront sur deux piliers indissociables, à savoir la politique des prix et salaires, d'une part, et le ravitaillement général du pays, d'autre part. Le premier pilier a pour objectif de contenir l'inflation des prix de détail et une pression conséquente à la hausse des salaires. Le second doit assurer une répartition équitable des maigres ressources disponibles et mobilisables. Tout comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne, d'autres belligérants, dont les États-Unis et le Japon, imposeront un blocus maritime impitoyable aux territoires ennemis. Au total, quelques 20 millions de civils dans le monde mourront de faim, de malnutrition ou par suite des maladies et épidémies liées à celles-ci. Ce chiffre est éloquent si on le compare aux 19,5 millions de militaires tués. À l'image de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne organise rapidement le pillage en règle des ressources alimentaires des territoires qu'elle occupe, afin de compenser la rupture justement de ses approvisionnements transatlantiques d'avant-guerre. Ces ressources alimentaires puisées de gré ou de force des territoires occupés assureront des rations alimentaires très convenables aux citoyens du Reich jusqu'à la fin de l'année 1944. Les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Norvège, le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'une partie de la totalité de la France, occupée par l'Allemagne, échappent à la stratégie mortifère de la faim pour diverses raisons. Celle-ci repose avant tout sur les plans et l'idéologie raciale nationaux-socialiste, ainsi que la nécessité pour le Reich allemand de préserver dans le calme et l'ordre leur énorme potentiel industriel, mais également agricole, au profit de l'effort de guerre du Troisième Reich. Le Hunger Winter de 1944-1945 qui va frapper les malheureuses provinces de l'ouest des Pays-Bas va constituer l'exception, tout en résultant d'une stratégie délibérée de l'occupant assiégé et confronté à ses propres pénuries. Le sort subi par les pays d'Europe occidentale sera moins tragique que celui enduré par les populations civiles des Balkans ou celles d'Europe de l'Est. Le Troisième Reich va organiser dans les territoires occupés d'Union soviétique la mise à mort par la faim, le travail forcé des prisonniers de guerre et des populations civiles. L'objectif est de réserver les riches terres agricoles d'Ukraine en priorité aux troupes combattantes, puis aux troupes de l'arrière et enfin à la population civile allemande. Cette géopolitique de la faim, élaborée par des économistes à Berlin et des experts de la Wehrmacht, est donc une réponse impitoyable au blocus, sans considération aucune pour des millions de bouches, entre guillemets, inutiles, slaves ou juives. L'objectif initial du gouvernement belge, qui va se reconstituer à Londres au mois d'octobre 1940, est de renouveler l'expérience de la Première Guerre mondiale qui avait permis la survie de la Belgique, à savoir un ravitaillement collectif et massif d'outre-Atlantique. Cet objectif capote avec l'opposition inébranlable de la Grande-Bretagne, puis l'entrée en guerre des États-Unis. Ce blocus maritime et financier imposé aux puissances de l'Axe va forcément impacter les pays qui sont soumis à sa domination. Ce blocus va constituer une menace existentielle pour la Belgique à nouveau. Effectivement, le Premier ministre Winston Churchill devant le Parlement britannique le 20 août 1941, parce qu'il va subir des pressions non seulement du gouvernement belge et des autres gouvernements en exil pour accepter une brèche, aussi minime soit-elle, au blocus et assurer la survie alimentaire par des importations transatlantiques, il sera aussi soumis à la pression de l'opinion britannique. On le sait moins, mais dans une situation de guerre totale, il existait une certaine liberté d'opinion au sein de la presse et beaucoup de Britanniques vont se mobiliser pour venir en aide à la pauvre Belgique, comme à d'autres pays, dont la malheureuse Grèce que je vais évoquer plus loin. Donc,
cette déclaration, donc aux yeux de Winston Churchill, d'ailleurs il a raison, malheureusement il a raison, mais il fait abstraction que, effectivement, en nourrissant par des importations le travailleur, l'ouvrier belge, il nourrit l'effort de guerre ennemi, mais d'un autre côté, s'il n'y a pas ces importations consenties par les belligérants, la Belgique risque de mourir de faim. Mais effectivement, c'est le point de vue défendu mordicus par les Britanniques et justifiant leur opposition à tout ravitaillement collectif massif à travers le blocus maritime. En fait, les grands alliés anglo-saxons tirent les enseignements amers de la première occupation et de l'aide apportée par la Commission for Relief in Belgium, qui a pourtant assuré justement la survie de la Belgique au cours de cette première occupation. Le gouvernement de Sa Majesté britannique invoquera devant les ministres belges en exil, médusés, les enseignements néfastes de la première occupation. Je cite, « L'étude à laquelle le gouvernement avait procédé, le gouvernement britannique, de l'intervention de la Commission for Relief dans la dernière guerre, l'avait convaincu, malgré ses motifs humanitaires élevés, que cette intervention n'avait fait que retarder la débâcle allemande et en conséquence prolonger cruellement les souffrances en pays occupé. D'ailleurs, comme le reconnaîtra sans phare dans ses mémoires l'ancien général en chef des armées allemandes, Ludendorff, la Belgique occupée contribua, je cite, puissamment au ravitaillement du Reich. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le point de vue inflexible de Churchill était en fin de compte assez flexible, puisque pour des considérations géostratégiques défendues par Churchill devant les Américains, la France, collaborationniste du maréchal Pétain, qui est aussi une puissance agricole, va bénéficier d'importations au travers du blocus allié. Donc, face au trauma de la première occupation, le spectre de la famine va hanter littéralement le gouvernement belge tout au long de son exil londonien. À l'unisson avec les notables en pays occupé, il appréhende pour l'après-guerre de graves conséquences en matière de santé publique. Ces conséquences hypothéqueraient toute restauration économique, mais également sociale et entre guillemets morale de la population. Je vous évoquais le sort de la Grèce occupée. Ce sort va constituer, aux yeux du gouvernement de Londres, un sinistre avertissement. En effet, depuis l'occupation de la Grèce, les ponctions opérées par les armées d'occupation allemandes, l'hyperinflation, l'incurie du ravitaillement organisé par l'administration grecque collaborationniste ainsi qu'un blocus britannique intraitable vont entraîner la mort d'un demi-million de personnes suite à la famine, hommes, femmes et enfants, et ainsi qu'aux épidémies liées à celle-ci. Face au refus britannique, le gouvernement de Londres se ressent rapidement sur un ravitaillement à la fois individuel et collectif de moindre ampleur auprès des pays neutres à l'intérieur du blocus maritime et financier allié. L'essentiel des approvisionnements seront achetés au Portugal qui pourtant lui-même est confronté à une sévère crise alimentaire. À vrai dire, les richesses du Congo ainsi que les réserves en or et en devises vont assurer à la Belgique le nil obstacle de la Grande-Bretagne pour un ravitaillement de guerre à l'intérieur du blocus. L'investissement financier du gouvernement de Londres sera considérable et comparable, selon les dires de Spaak dans son compte rendu au Parlement, à celui fourni par le gouvernement du Havre au cours de la Première Guerre mondiale. Le ravitaillement du pays occupé va constituer plus du tiers des dépenses de guerre encourues par le gouvernement en exil. La restauration des forces de travail est donc un corollaire indispensable à la reprise de l'activité économique et à la reconstruction du pays, mais aussi au maintien de l'ordre établi et à la normalisation politique. Cet objectif alimentaire a été assigné en exil et dans Bruxelles occupée par les élites dirigeantes, qu'elles soient politiques, économiques ou syndicales, et ce, dans une rare unanimité, au même titre que la défense d'un franc fort. La préparation du ravitaillement dit d'après-guerre, comme le qualifie le gouvernement de Londres, intègre rapidement la structure interalliée pour l'Europe occupée. Dès septembre 1941, qui est assumé, le leadership est assumé par la Grande-Bretagne, puis par les États-Unis à partir de leur entrée en guerre. Le gouvernement de Londres va s'opposer avec succès à la mise en place par les grands alliés anglo-saxons d'une administration militaire alliée.
Donc, elle obtient également le monopole de la distribution du ravitaillement d'urgence qui serait acheminé par les forces expéditionnaires. Cette distribution sera organisée par une mission gouvernementale militarisée, la mission d'affaires civiles. Dès les premiers jours de la libération, en septembre 1944, la mission d'affaires civiles va s'échiner à coordonner la mobilisation de la production agricole des provinces excédentaires de la Belgique libérée afin de ravitailler les grandes agglomérations ainsi que les bassins industriels miniers sous-alimentés. Le gouvernement belge assume rapidement le pouvoir, mais il l'exerce sous l'autorité du commandement suprême des forces alliées siégeant à Versailles. Jusqu'à son retrait en juillet 1945, la mission du chef, Belgium, est dirigée par un officier supérieur britannique, le général-major George Erskine. À l'image de la première libération, la seconde libération est marquée par une montée en puissance du mouvement socialiste. Son cadre dirigeant réformiste participera une fois encore, une fois de plus, activement au maintien, je cite, de l'ordre économique bourgeois. La pacification sociale de la seconde libération s'appuie également sur une démarche de réparation des dommages subis par les classes laborieuses sous l'occupation. Cette démarche de réparation se présentera également sous forme de réformes politiques et sociales, mais qui ne remettront pas en question l'ordre établi. Encombré par l'héritage de l'occupation, en dépit d'un droit d'inventaire décidé et appliqué par le gouvernement belge de retour d'exil, le socialiste Léon Delcine, à la tête du département du ravitaillement reconstitué, va en rencontrer une forte opposition de la part du secteur alimentaire et principalement du monde agricole et du petit commerce. Il y a de nombreuses doléances qui figurent, notamment l'imposition de prix maximaux légaux qui ne sont pas rémunérateurs. L'offensive allemande dans les Ardennes en décembre 1944 va priver provisoirement le pays des ressources des seules deux provinces excédentaires, à savoir celles de Namur et de Liège. Les stocks préservés du pillage au premier jour de la libération vont être rapidement épuisés. La ration officielle journalière du commun des Belges va dépasser difficilement les 1600 calories quotidiennes, qui correspond plus ou moins à la moyenne basse de la période, disons, la moins compliquée de l'occupation, mais qui était quand même assez dramatique en termes d'apport calorique. Deux facteurs en fait inattendus vont bouleverser les plans patiemment élaborés par les grands alliés et le gouvernement de Londres. Tout d'abord, la plus grande partie du territoire national est effectivement libérée en septembre 1944, mais la guerre en Europe va se poursuivre jusqu'au mois de mai 1945. Et dans ce cadre-là, que ce soit les grands alliés ou le gouvernement de Londres, en voulant se baser sur le précédent de la Première Guerre mondiale, qui effectivement a correspondu à une libération du territoire et une évacuation des armées allemandes et à la victoire alliée, ils ont parti du principe que la libération allait s'accompagner immanquablement de la capitulation allemande, ce qui n'est pas le cas. En outre, l'avance foudroyante des armées alliées va étirer les lignes de communication depuis les ports de l'Atlantique en France, qui va compliquer l'acheminement des vivres. Enfin, de manière assumée, le haut commandement militaire allié installé à Versailles va réduire successivement les maigres importations alimentaires consenties et mises en œuvre. Et ce choix est assumé puisque pour le commandement militaire allié, il s'agit de mettre l'effort maximum sur la victoire militaire, quitte à payer un prix ou un coût humain au niveau de l'alimentation des populations civiles. En plus, faisant preuve de mauvaise foi, et donc escamotant sa part de responsabilité dans la mauvaise organisation des importations alimentaires d'urgence, il va utiliser l'argumentaire de l'occupant. Donc, les autorités militaires alliées vont considérer que la crise alimentaire belge est surtout causée par l'incapacité du gouvernement belge et de l'appareil d'État à mobiliser sa production agricole et à garantir une répartition équitable de la pénurie. Grâce à l'ouverture rapide du port d'Anvers en décembre 1944, la Belgique va devenir une base arrière de première importance en Europe occidentale. À partir de ce moment-là, ou dès les premiers jours de la libération, elle va fournir, dans le cadre d'une aide mutuelle qui a été conclue entre les grands alliés
En 1944, la Belgique fournira des prestations massives en biens, services, travaux numéraires aux forces expéditionnaires. Ces prestations étaient censées être gratuites, c'est-à-dire que la mutuelle aide impliquait que un allié bénéficiait d'une aide matérielle de l'autre, mais il n'avait pas à rembourser le coût, le montant. Ces prestations massives sont énormes. Elles vont conduire à ce que certains économistes et hauts fonctionnaires belges vont qualifier d'état d'épuisement de l'économie belge. Soutenu par les grands alliés anglo-saxons qui vont lâcher littéralement le gouvernement Pirlo, le Premier ministre socialiste Achille Van Acker décide en avril 1945 de manier le bâton contre ce qu'il qualifie de sabotage patronal de l'effort de guerre. Effectivement, le marché noir touche non seulement les denrées alimentaires, mais aussi les matières premières et les machines indispensables à la reprise d'une activité économique. Mais en fait, l'essentiel de son effort répressif ou de contrainte va se porter sur son propre électorat ouvrier. Dans le cadre de la bataille du charbon, Van Acker va prononcer la disqualification patriotique des grèves non convoquées par les syndicats traditionnels. Ces grèves dites sauvages se multiplient depuis la libération pour constater justement la politique d'austérité et l'iniquité des sacrifices demandés au nom de la restauration du pays. Le Parti communiste se voit attribuer au sein du gouvernement Van Acker le lourd et ingrat département du ravitaillement pendant la plus grande partie de son existence. Edgar Lallemand, qui est une des grandes figures, ou la principale figure du Parti communiste, va prendre la tête de ce département. Il va s'échiner à faire vivre la Belgique sur base des maigres réserves disponibles, et ce jusqu'à la fin de la guerre, puisque les Alliés ont été dans l'incapacité ou ont fait le choix assumé de ne pas fournir les importations en nourriture convenues et promises à la Belgique. Tout comme son prédécesseur Léon Delsine, l'Allemand sera aussi confronté à l'apathie du pouvoir judiciaire, ainsi que des communes rurales excédentaires. Cette opposition du pouvoir judiciaire comme des communes rurales est une constante depuis les deux occupations. Pour différentes raisons, dans le cas du pouvoir judiciaire, est-ce une méfiance par rapport à l'émergence du pouvoir ou l'affirmation du pouvoir exécutif dans les politiques de répression des infractions au ravitaillement. Mais quoi qu'il en soit, l'Allemand en fait, est pratiquement désarmé pour faire face à un marché noir florissant. Il va essayer vainement de stimuler le bon vouloir des agriculteurs en supprimant notamment le plan de culture honni sous l'occupation qui obligeait les agriculteurs à entreprendre la culture de certaines terres sur base d'un plan spécialement établi par l'administration. L'implication active et loyale des communistes entre 1945 et 1947 dans la bataille de ravitaillement ne va pas leur assurer la reconnaissance du ventre de la plupart des Belges. En conclusion, est-ce qu'on peut considérer que la seconde sortie de guerre est un troisième miracle, en tout cas une restauration assez incroyable, effectivement, parce que dans les faits, la Belgique va devenir un éphémère petit pilier de la reconstruction économique de l'Europe occidentale. Dès la fin de la guerre en Europe, un apparent miracle économique, tel qu'il est présenté par le gouvernement et les médias, se produit en Belgique avec la reprise d'exportations à destination des pays limitrophes. La Belgique va accorder d'importantes avances à ses partenaires commerciaux dans le cadre d'accords bilatéraux de paiement. L'Allemagne éliminée provisoirement du jeu, la Belgique devient en quelque sorte donc ce fameux pilier de l'économie de l'Europe occidentale. Au début de l'année 1947, la production industrielle belge va rattraper son niveau d'avant-guerre alors que les productions charbonnières et agricoles restent à la traîne. Alors comment peut-on expliquer ce fameux miracle économique belge tant vanté par les autorités belges et les médias internationaux? En fait, dans la foulée de l'opération Gut, l'inflation que connaît la Belgique libérée, à sa libération est dérisoire au regard de celle assumée par les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ou celle qui va submerger littéralement la France et l'Italie. À la première place des chances exceptionnelles offertes à la Belgique figure le règlement inespéré par les États-Unis, justement de ces lourdes prestations paramilitaires consenties par la Belgique tout au long de la libération. Les dollars amassés dès la fin de la guerre vont permettre à la Belgique de préserver leur or. Ces devises et cet or leur permettre à la Belgique de financer dès la fin 1945 une politique d'importation massive de grains, de matières premières industrielles, mais également, paradoxalement,
de produits de luxe. Alors, la Belgique solvable va assumer tout au long de la pénurie mondiale relative une politique d'abondance aux dépens des choix assumés par la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, d'une planification des investissements afin de moderniser surtout leur appareil de production industrielle. De fait, le droit à l'alimentation des ouvriers est contrebalancé en Belgique dès la fin de la guerre par une large offre légale de produits de luxe. Cette dernière permet aux classes aisées de restaurer leur train de vie, malmenés par l'occupation, sans recourir exclusivement au marché noir. L'objectif gouvernemental est de détourner de leur fort pouvoir d'achat les denrées de première nécessité destinées prioritairement aux ouvriers. En fait, le miracle belge vanté auprès des médias étrangers ne s'est pas opéré et ne va pas s'opérer dans l'assiette de l'ouvrier. Tout au plus, le rationnement des denrées de première nécessité va lui être garanti ainsi qu'à sa famille à coup de subventions massives assumées par le gouvernement. Avec la fin du rationnement en janvier 1949, l'ouvrier va retrouver son régime alimentaire déséquilibré d'avant-guerre. Il lui faudra attendre les années 60 avant de pouvoir découvrir l'abondance d'une société de consommation de masse. Je vous remercie.